De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 3 mai 2019 et nous voilà dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous high-tech du week-end. Je suis très heureux de vous retrouver, bien sûr. Avec au menu pour ce De quoi je me mêle dans un instant le club de la presse IT. Et puis juste après, Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net.com me rejoindra. Et avec lui, on vous donnera en fait le top 5 des meilleurs smartphones du moment. Huawei, Samsung, Apple, Xiaomi, est-ce qu'il y en a d'autres ? Eh bien, le suspense est terrible, je le sais. Vous aurez la réponse tout à l'heure. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir sur le contenu de quoi je me mêle avec la page Facebook de quoi je me mêle. Vous pouvez cliquer sur j'aime et bien sûr commenter toute l'actu et le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là comme chaque week-end. C'est parti. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Voilà, et on salue tous ceux qui écoutent De quoi je me mêle à la fois en version audio sur rmc.fr ou sur les principaux agrégateurs de podcasts. On est par exemple disponible, peut-être ne le savez-vous pas, mais sur Spotify, dans les podcasts d'RMC, mais aussi sur Deezer et sur Apple bien évidemment. Et puis aussi tous ceux qui nous regardent, la vidéo sur YouTube, la chaîne 01net TV et puis sur 01nettv.com. Le club de la presse IT, Jean-Sébastien Zanqui est là. Salut Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Avec Jean-Sébastien, on va commenter l'actu high-tech de la semaine qui est, vous allez voir, plutôt intéressante encore une fois. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express qui est là aussi pour nous apporter son expertise sur ces sujets. Et on va commencer par Facebook, la conférence F8. C'est ça, qui a eu lieu mardi. Voilà, mardi dernier, on ne pouvait pas passer à côté. Avec un Mark Zuckerberg qui, on a l'impression, essaie de se, virginiser en quelque sorte. Oui, se racheter une conduite. Se racheter une conduite, c'est ça, suite, on va dire, aux annonces qu'il y a eu d'ailleurs dernièrement en réaction avec tous les scandales qu'il y a eu depuis un an, depuis Cambridge Analytica. Parce que c'est vrai que Facebook, c'est des scandales à répétition. Il n'y a pas une semaine en fait où il n'y a pas un scandale. Il n'y a pas un jour même. C'était assez impressionnant là, depuis un an, c'est vraiment ça. Et donc, c'était quand même un gros enjeu pour Zuckerberg avec cette conférence. Et effectivement, il n'a pas déçu. Quand on a vu Mark Zuckerberg débarquer sur scène avec une diapositive derrière avec écrit The future is private, c'était quand même assez impressionnant de voir ça parce que on n'attendait pas forcément ça de la part impressionnant et peut-être un peu rigolo aussi. Oui, tout dépend de quel côté même on lui se place. s'en a un peu moqué à un moment, il a dit on n'est quand même pas les champions de la vie privée. Il a reconnu avec un peu d'humour, mais effectivement c'était étonnant de voir quand même ce revirement de situation de manière concrète, parce que jusqu'à présent il avait raconté ça dans quelques billets et communiqués qu'il avait fait sur le site. Et effectivement il va y avoir du très lourd qui arrive chez Facebook, beaucoup de changements, à commencer par l'application Messenger, qui va être complètement refondue, c'est-à-dire que pour l'instant l'application Messenger, je ne sais pas, quand vous l'utilisez, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez lourd, il y a beaucoup de rubriques, même si ça commence à simplifier un petit peu, mais surtout... Mais moi déjà, alors perso, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'appli Messenger m'énerve. Moi, avant, on avait une appli Facebook et dedans on avait Messenger. C'est ça. Et au bout d'un moment, on nous a obligés à installer une autre appli Messenger. Rien que ça déjà, ça m'a énervé. C'est devenu un business à part entière chez Facebook, donc clairement ils ont développé ça au fur et à mesure des années, et là ils vont faire une refonte complète du code de l'application quand même, qui est très lourde, il faut l'avouer, pour une application de chat, c'est quelque chose qui pèse parfois plus de 100 mégas, à chaque mise à jour on est obligé de télécharger ça, et là Mark Zuckerberg a annoncé qu'ils allaient le refondre et pour qu'elle atteigne à peine 30 mégaoctets, donc c'est déjà une bonne nouvelle parce que ça va être plus facile à lancer, plus rapide, et les mises à jour vont être aussi plus rapides et beaucoup moins gourmandes en data. Ouais, donc elles vont passer au régime comme j'aime, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est abonné comme j'aime. Alors. Et dans cette application, on va aussi avoir beaucoup de stories mises en avant. On sait, les stories sont devenues vraiment la mode, ces publications éphémères. Donc cette fois-ci, on verra un peu moins les publications, les messages de ses amis qui seront en dessous des stories mises en avant. On sait que les stories sur Facebook, contrairement à Instagram, ça marche pas très bien. Donc Facebook essaye justement de les mettre plus en avant. Autre bonne nouvelle également, c'est l'arrivée de l'application Messenger sur Windows et macOS. C'est-à-dire qu'on pourra... Donc on aura une appli native. Voilà, on ne sera pas obligé d'aller sur le site Facebook dans son navigateur, mais on aura une application, un client natif directement dans son système. Du côté de l'application Facebook en elle-même, là aussi, refonte totale, avec déjà un changement de look. Exit le bleu qu'on connaissait Facebook, là, le bleu Facebook très connu. On passe au blanc, très épuré. D'ailleurs, j'ai vu sur mon appli hier soir qu'elle a changé
changé également. Donc j'ai vu en avant-première un peu le. Comment ? Marc appuie sur le bouton. Il appuie sur le bouton, voilà, pas pour tout le monde apparemment, mais moi j'en bénéficie. Donc effectivement, c'est beaucoup plus épuré, avec aussi une mise en avant des groupes. On sait que c'est quelque chose qui avait été annoncé par Mark Zuckerberg. Il veut que les groupes soient quelque chose maintenant de central dans Facebook. Et donc je pense que c'est aussi ce qui génère beaucoup d'audience, non ? C'est ça fonctionne très bien. Les gens ont plus envie de partager forcément publiquement les choses, mais par contre dans les groupes, ça marche toujours bien. Donc ces groupes-là vont être aussi bien mis en avant, tout comme les événements, ce qui se passe autour de soi, les événements auxquels on est invité par des amis, qu'ils soient privés ou publics. Et puis également des nouveautés du côté du dating, donc des rencontres, puisqu'on a une fonctionnalité qui s'appelle Facebook Dating, qui n'est pas disponible en France, mais il rajoute, donc c'est un concurrent de Tinder, et il rajoute une fonctionnalité qui s'appelle Secret Crush. En gros, on va pouvoir mettre en secret, signaler en secret qu'on aime un de ses amis ou une de ses amies, et si la personne en face dit la même chose sans le savoir, là les deux personnes vont être au courant et vont pouvoir après avoir un rendez-vous galant, débattre sur ce sujet. Ou plus c'est affinité, quoi. Voilà. Eh bien, dites-moi. Donc il y a beaucoup de changements également dans Instagram où les stories vont être pouvoir être créées de manière plus créative sans forcément faire une photo. On va pouvoir mettre des images, des textes, créer son. Moi sur mon appli Instagram, il y a déjà des trucs qui sont arrivés. Voilà, au fur et à mesure, c'est déployé au fur et à mesure, voilà exactement. Quand on fait des stories, des choses. Tout à fait. Donc on voit qu'il y a beaucoup de nouveautés du côté de Facebook, centrées sur le côté plus privé, et puis la refonte des applications de messagerie que Mark Zuckerberg avait annoncé avec ce chiffrement, etc. Quelque chose de plus léger. Emmanuel, est-ce que tout ça va suffire à racheter Mark Zuckerberg auprès du grand public, de l'opinion ? Je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est effectivement de se refaire une virginité, comme le disait Jean-Sébastien tout à l'heure. Parce qu'effectivement, notamment avec les manipulations d'informations au moment où il y a des élections, notamment les élections européennes d'ici peu, on voit que Facebook n'arrive pas aujourd'hui à maîtriser ce qui circule sur le profil, ce qu'on appelle le newsfeed, donc le fil d'information de Facebook. Donc l'idée, c'est de créer des groupes, parce que dans des groupes, il y a des modérateurs, et donc ça permet de donner la responsabilité à ces modérateurs de ce qui se passe dans les groupes. En gros, c'est dire, nous, on n'arrive pas à nettoyer et à en gros, contrôler ce qui se passe sur Facebook. En revanche, dans les groupes, c'est plus simple. Donc, ça permet déjà de répondre à la problématique de fake news qui est en train de miner en fait la confiance dans Facebook. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un point financier, c'est qu'aujourd'hui, on voit que Facebook est en train de stagner en termes d'audience. Il gagne très peu de nouveaux abonnés au niveau de nouveaux utilisateurs au niveau des États-Unis et au niveau européen. En revanche, beaucoup en Amérique latine et dans le reste du monde. Sauf que là, les gens, en fait, la publicité rapporte pas beaucoup à Facebook. Donc l'idée, c'est de trouver des relais de croissance. Et là, aujourd'hui, ce qui croît aux États-Unis et en Europe, c'est l'utilisation d'Instagram d'un côté et WhatsApp de l'autre. Donc en essayant de fusionner les trois, puisque là, c'est ce on arrive dans les premiers pas de ce qu'on appelle le WhatsApp Book. Tu sais, c'est l'espèce de grand projet de Zuckerberg à 5 ans de rapprocher les trois services. C'est d'essayer de mêler les trois, de partager les données entre ces trois pour mieux monétiser l'audience. D'après ce que j'ai compris, c'est pas qu'on n'aura pas une messagerie unifiée d'Instagram, de WhatsApp et de Facebook. C'est pas ça l'idée. C'est la plateforme technique, mais on aura malgré tout toujours trois messageries distinctes. Exactement, c'est ça. En revanche, derrière, et ça sera donc privé, c'est ce que disait aussi Jean-Sébastien tout à l'heure, c'est-à-dire de priver de bout en bout le chiffrement. Donc on ne pourra pas voir les communications. Les services de police, s'ils interviennent, ils ne pourront pas voir les communications qu'on a pu avoir ensemble. En revanche, ça va vraiment aider Facebook à collecter ce qu'on appelle les métadonnées, les métadatas. Et les métadatas, aujourd'hui, c'est extrêmement important pour la publicité, c'est-à-dire quand tu t'es connecté, avec qui, avec quel numéro, et depuis quel endroit, avec la géolocalisation. Donc ça permet de faire du ciblage marketing après. Donc contrairement à ce qu'il dit, c'est que certes, c'est plus privé en termes de communication, mais en termes de métadonnées, ce que va avoir Facebook en main va être monstrueux. Et donc va pouvoir les aider à monétiser encore plus la plateforme au travers d'Instagram, WhatsApp et Facebook. Bon, on va voir si tout cela prend. C'est ça. On dit, voilà. On attend les prochaines annonces aussi pour les deux autres messageries. Je pense que Mark Zuckerberg doit prier pour qu'il y ait un peu moins de scandales hebdomadaires concernant Facebook, les fuites de données, aussi peut-être. C'est vraiment une période noire pour Facebook. C'est une période de. Alors noire et en fait pas noire du tout. Paradoxalement, financièrement, les chiffres n'ont jamais été aussi bons. Ça va. Mais en termes d'image, c'est pas. C'est pas bon, mais ça nuit pas à la croissance de l'entreprise. C'est clair. Grâce à Instagram notamment. Et WhatsApp qui continue à croître et qui rattrape ça.
Tiens, pour terminer avec Facebook, on a des projections sur 50 ans. Oui, qui sont pas forcément très Je heureuses. sais pas si tu as vu ce chiffre. J'ai vu, oui. C'est quand même assez drôle. Là aussi, Marc va avoir du boulot. Hein. Ah oui, il va y avoir du boulot parce que c'est deux universitaires d'Oxford qui ont fait une étude et qui montrent qu'en gros, d'ici 2070, dans les conditions actuelles de croissance de Facebook, Facebook comptera plus de morts que de vivants en 2070. Donc ça pose quelques questions. Et il donne un chiffre, hein, et même il se projette à l'horizon 2100. Si Facebook, bien sûr, existe encore en 2100, hein, on n'imagine pas ce que ça pourrait être en 2100. Mais en gros, ils disent qu'à cette date-là, Facebook comptera 4,9 milliards de morts de comptes de personnes décédées. Donc j'espère qu'il y aura de vivants qui arriveront parce qu'on risque de se retrouver un petit peu seul au milieu de ça. Mais quand même, c'est intéressant parce que ça pose, comme disent les deux chercheurs, qui sont des chercheurs notamment en histoire, ça pose des questions très intéressantes sur le côté historique, puisque eux disent que ça va être une mine d'or, c'est inédit en fait comme matériau historique, puisqu'on va avoir des témoignages de comportements humains sur 50 ans qui sont incroyables et de milliards de personnes. Et eux voudraient que Facebook justement ouvre ces données aux historiens, à tous les chercheurs qui pourraient justement tirer parti de tout ce matériau qui est quand même assez extraordinaire, faut avouer, c'est quelque chose qui n'a jamais arrivé. Donc voilà leur idée, avec ce côté un peu alarmiste et qui fait peut-être un peu peur, mais vraiment l'idée derrière tout ça, c'est exploiter ce matériau-là pour l'histoire. C'est étonnant, ça. Oui, c'est très étonnant. Facebook qui pourrait devenir une bibliothèque historique. Hein, Ouais, encore faut-il que les héritiers laissent entre guillemets la page ouverte, parce qu'aujourd'hui il y a possibilité de la fermer à la demande des descendants, et c'est ce que la plupart d'entre eux font aujourd'hui. Hein. Donc soit certains le laissent ouvert en une forme de mausolée virtuel, en mémoire. Voilà, exactement. Et d'autres décident de le fermer. Donc la décision ne reviendra pas vraiment à Facebook, mais plutôt à l'utilisateur final de savoir est-ce que je laisse ouvert cette page ou pas. On enchaîne avec Apple. Apple qui a communiqué aussi cette semaine sur ses derniers résultats financiers. Tout à fait. Là encore, en demi-teinte, finalement, Apple vend moins d'iPhone, mais il y a d'autres relais de croissance qui, eux, cartonnent. Ouais, les baisses d'iPhone, de vente d'iPhone continuent, effectivement. D'ailleurs, même le chiffre d'affaires baisse un petit peu de 5% par rapport à l'an passé. Bon, ça reste quand même astronomique. Hein. Cette année, c'est 58 milliards de dollars dans le dernier trimestre de chiffre d'affaires. Le trimestre, attention. Oui, sur 3 mois seulement. Voilà. 3 mois. Bon, l'année dernière, ils avaient fait 61 milliards de dollars. Donc voilà, petite baisse, effectivement, légère. L'iPhone continue de baisser, quand même avec un chiffre d'affaires de 18% inférieur à l'année dernière, donc c'est quand même pas rien. Mais Apple, quand même, continue d'avoir un espoir, en tout cas, sur les services. Hein. On sait que Apple, voilà, ils essayent de faire un gros switch sur tout ce qui est service. On l'a vu récemment avec Apple TV+, avec Apple Arcade, qui ont été lancés il y a quelques semaines, en tout cas présentés il y a quelques semaines. Donc les services, en gros, ils comptabilisent 390 millions d'abonnements quand même en tout. C'est quand même astronomique, puisqu'il y a Apple Music, iCloud, Apple News Plus aux États-Unis. Tout ça aide à avoir ces centaines de millions d'utilisateurs. Et les services représentent quand même maintenant 19,74%, presque 20% du chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez énorme, sachant que l'iPhone, globalement, maintenant, est autour de la moitié du chiffre d'affaires. Donc ça marche très bien. Et qu'est-ce qui d'autre marche très bien? C'est tout ce qui est wearables et autres. C'est une catégorie un petit peu floue chez Apple. Donc, mais en gros, c'est les AirPods, c'est le HomePod, c'est l'Apple Watch, c'est Apple TV, c'est les casques Beats. Et tout ça aussi fonctionne également très bien et qui a rapporté 5,13 milliards de dollars au dernier trimestre. Donc voilà, c'est les deux axes de développement qui vont permettre à Apple de rattraper un petit peu les baisses de vente d'iPhone, même si elles restent très importantes. Mais c'est l'espoir d'Apple pour transformer son modèle d'entreprise, on va dire. Est-ce qu'il est en train de le réussir, cette transformation? C'est un peu pour le dire. En plus, il y a des analystes financiers qui estiment que, comme le disait Jean-Sébastien, si tu as l'iPhone qui fait plus de 50% toujours des ventes d'Apple, et si ça continue de se dégrader, c'est quand même une des portes d'entrée des services qui sont vendus par Apple, justement. Oui. Donc une baisse des iPhones, c'est quand même aussi une partie des services, puisque les deux sont liés. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, même s'il y a une autre bonne nouvelle quand même pour Apple, c'est que le segment iPad a repris aussi pas mal de couleurs sur le trimestre, notamment avec les nouveaux iPads qui sont sortis. Donc il y a quand même des feux plutôt verts pour Apple. Et cette baisse de consommation d'iPhone, en gros, Tim Cook, donc le PDG d'Apple, dit que ça va repartir probablement en Chine au deuxième, troisième trimestre de cette année. Parce que 18%, c'est énorme quand même. C'est une baisse de 18%, c'est énorme. C'est impressionnant. Et sachant qu'il faut surtout attendre que les premières grandes usines d'Apple ouvrent en Inde, puisque l'Inde oblige Apple à fabriquer directement en Inde.
Et là-bas, Apple, c'est quelques pourcents de part de marché, c'est quasiment rien. Donc si une fois ils ouvrent les usines et qu'ils produisent massivement des iPhones en Inde et que l'Inde devient un relais de croissance, ça peut faire repartir l'iPhone. Donc la messe n'est pas dite sur l'iPhone déjà, pour commencer, d'une part. Est-ce qu'après en Inde, on a le pouvoir d'achat de s'offrir un iPhone Alors sur 1,2 milliard de personnes, non. Pas les 1,2 milliard, c'est sûr, mais une partie de la classe moyenne qui est en train de se développer en Inde, certainement. Donc, et en plus, là-bas, ils ont déjà décidé de faire des iPhones moins chers que ce qu'on voit en Europe. Donc il y a de fortes chances qu'ils fassent des volumes quand même assez importants en Inde à un moment ou à un autre. Donc il faut rester quand même relativement humble optimiste probablement sur l'avenir de l'iPhone. Faudra vraiment, je pense que ça va vraiment dépendre de est-ce que l'économie chinoise redémarre d'un côté pour l'iPhone, et l'Inde, est-ce qu'ils arrivent à percer finalement là-bas. Juste une petite réflexion sur aussi l'accord conclu avec Qualcomm. Tu n'as pas eu l'occasion d'en parler ici, et je sais que c'est un sujet que tu suis aussi. Là aussi, c'est une sacrée épine dans le pied qui est enlevée du côté de chez Apple, de chez Qualcomm aussi, parce que ça veut dire que Apple maintenant va dérouler sa roadmap pour avoir des iPhone 5G, ce qui n'était pas le cas avant avec Intel. C'est ça, exactement. On l'avait un peu dit la dernière fois lorsqu'on s'était vu. La question, c'est de savoir jusqu'où allait le procès. Finalement, on a été un peu devin sur ce coup-là. On sentait qu'ils n'avaient pas trop le choix. Ils n'avaient pas trop le choix, non. Donc finalement, pour l'instant, c'est Qualcomm, mais tu as vu que dans le Wall Street Journal, ils ont dit qu'ils négociaient le rachat chez Intel de la division modem, notamment celle sur la 5G. Oui, mais qui n'est pas, en fait, cette division n'est pas prête à fournir des modems 5G. Ce qui veut dire qu'à un moment ou un autre, Apple va devenir indépendant fournisseur. C'est clair. Et donc Qualcomm, on signe la paix pour 5 ans. C'est 5 ans. Visiblement. C'était ce qui était annoncé, c'était 5 ans. Mais après. Qu'est-ce qui va devenir de l'accord Apple-Qualcomm ? De toute façon, voilà. Et puis Apple ne s'en cache pas. L'objectif, c'est de fabriquer un maximum de hardware sur leurs smartphones. Les puces notamment. Les processeurs, etc. Et puis, bien sûr, les modems 5G. C'est de l'intégration verticale, on enchaîne avec Spotify qui atteint un joli chiffre en fait, d'abonnés. 100 millions d'abonnés. C'est la première fois qu'un service de streaming audio atteint ce chiffre-là. Donc, c'est un beau signal pour le marché. On sait que c'est un marché qui est en totale embellie, qui fonctionne très bien depuis maintenant 3-4 ans. C'est devenu la principale source de consommation musicale. Donc 100 millions d'abonnés pour Spotify, qui est loin devant tout le monde. En gros, Apple Music, Tim Cook avait communiqué en janvier sur 50 millions d'abonnés Apple Music, ce qui est quand même pas rien, puisqu'ils l'ont fait en 3 ans, 4 ans. Donc, très bonne nouvelle, en hausse de 32% par rapport à l'année dernière, c'est quand même assez énorme. En revanche, Spotify ne gagne toujours pas d'argent. C'est le point noir. Ils ont encore perdu 142 millions d'euros. Ils avaient un petit peu gagné d'argent dans les dernier trimestre de 2018, mais là ça repart à la baisse. Ça reste quand même problématique pour Spotify, puisqu'ils doivent quand même reverser des royalties énormes aux maisons de disques. C'est ça qui les plombe aussi un petit peu. Il y a aussi des mécanismes boursiers, ils ont annoncé qui plombaient un petit peu le chiffre d'affaires sur ce trimestre. Mais en tout cas, Spotify reste quand même loin devant tout le monde, même si aux États-Unis, ils ont été dépassés dernièrement par Apple Music. Aux États-Unis, Apple Music est devant, il y a 28 millions d'abonnés à peu près contre 26 millions pour Spotify. Mais dans le monde, ça reste 2 fois plus d'abonnés qu'Apple Music. Donc ils ont le temps quand même de voir venir, et même si les deux courbes se rapprochent un peu, c'est encore Spotify le grand leader et le premier à dépasser ce cap symbolique de 100 millions. Emmanuel autre élément, alors vous allez dire que je suis complètement obsédé par ce pays, mais il se trouve qu'en Inde, encore une fois, Spotify vient de lancer son offre. On sait où tu vas aller cet été en vacances. C'est ça, exactement. Visiblement. A lancé son offre en février, donc, et dès fin mars, à l'annonce des résultats, ils avaient déjà 2 millions d'utilisateurs là-bas. Donc ça renchérit le coût justement des licences, parce que s'attaquer au marché indien, c'est aussi avoir les droits des majors pour le marché indien. Donc on est obligé de donner beaucoup d'argent en plus aux majors, c'est ça ? Sachant qu'il y a peu d'abonnés encore pour l'instant, mais c'est un relais de croissance important pour Spotify, le marché indien. Et puis par ailleurs, sur le marché américain, ils ont gagné quand même plus d'abonnés que ce à quoi on escomptait, puisqu'ils ont développé des accords quand même avec Google, avec le Google Mini Home, par exemple, pour intégrer Spotify directement dans les smart devices, les appareils connectés. Donc ça, c'est un premier point. Et exactement, les assistants vocaux. Et l'autre élément qui a permis aussi de croître assez massivement sur le marché américain, c'est l'intégration dans Hulu, donc le service de vidéo à la demande, dans lequel si on s'abonne aussi à Spotify, il y a un bundle entre les deux, Hulu, Spotify, qui permet de faire une économie. Et donc ça a pas mal dopé aussi les abonnements aux États-Unis. Donc on risque de voir à un moment donné ces bundles, donc cette association entre musique, vidéo dans des packages d'abonnements arriver de plus en plus. On en avait un petit peu parlé avec Apple, qui risque de faire à un moment ou un autre la même chose, même si pour l'instant ils disent que non, enfin en tout cas ils n'en ont pas parlé, mais il y a de fortes chances qu'on voit ce genre de choses à un moment ou un autre arriver, entre la musique d'un côté, la vidéo de l'autre, tout ça embarqué, et probablement la presse aussi dans des kiosques, tout ça dans des abonnements tout en un. Et qui va s'associer avec Netflix alors ? Quel service audio va s'associer avec Netflix ?
Bah, pas Apple, Si en tout cas, c'est sûr. si justement on a ces bundles. Ça va, Ouais, ça va Napster. être compliqué. Ça peut être compliqué, hein. Napster, mais qui est un petit acteur. qui est un c'est petit ça. acteur. Hein. Deezer a peut-être une carte à jouer pour Ouais. essayer de se relancer, justement. Donc, à Non, mais voir. Deezer est quasiment inconnu aux États-Unis, hein, non? L'offre existe aux États-Unis, il y a une l'offre offre existe, IFI aux ouais. États-Unis, Deezer. Oui, voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Mais C'est c'est vrai ce que son bastion, c'est l'Europe. Ouais. Voilà, c'est ce qui manquait justement, on le disait à Spotify. Oui. Il y a un Spotify qui a un excellent service hein, Oui. que franchement on utilise au quotidien, mais qui n'évolue pas trop. Alors il y a les podcasts qui sont arrivés d'ailleurs. Pour Oui, c'est écouter, vrai. je le disais tout à l'heure, de quoi je me mail, hein, Mhm. avec tous les podcasts des RMC. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de grosses innovations qui arrivent sur Spotify. On pouvait attendre justement le son haute résolution, des choses comme Il y ça. a des mais discussions actuellement pour entre l'instant, les rien du services de tout, streaming et les majors pour rien du intégrer tout des offres IFI justement sur des services non Mm. spécialisés autres que Cobos. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi cette petite actu sur les devices Google dont tu parlais il y a un instant. Depuis peu, on a accès à la musique de YouTube gratuitement, ce qui avant Oui. n'était pas possible. Il fallait qu'on Tout à prenne YouTube Premium. Tout à fait. Ouais. Et là, depuis peu, je crois depuis 1 ou 2 semaines, Ouais. à partir du moment où on a un Amazon, enfin non pas un Amazon, mais un Google Home, Google Home, ouais. par exemple, eh bien on peut lier un compte gratuit et écouter de la musique avec un peu de publicité Avec de la pub, malgré ouais, tout, c'est ça, mais la ouais. musique de Google quoi, et de YouTube. Et avec la qualité aussi de YouTube en termes d'encodage, donc qui est Ouais, des c'est fois clair, un peu moindre que Mais celle enfin de sur ces Spotify. petites enceintes, tu sais, déjà Oui, de la toute façon, qualité. C'est clair. Pose la question à Jean-Sébastien, Non, ouais, qui a l'ouïe fine. Je pense qu'il va être d'accord avec nous. On va terminer avec Amazon, justement, et évoquer cette histoire incroyable, les sonnettes d'Amazon qui vont surveiller la maison. Ouais, qui vont même avertir de ce qui se passe autour de chez soi. En gros, Amazon a une marque qui s'appelle Ring, qui est un peu le Nest d'Amazon. Hein. Ils ont C'est- racheté il y a quelques années. Tout ouais. à fait, qui fait des sonnettes connectées avec Ouais. une caméra intégrée et aussi des caméras de vidéosurveillance. Et pour cette marque, Amazon est en train de recruter un rédacteur en chef pour gérer une équipe qui va en gros traiter des infos faits divers, criminalité, pour en gros alerter les clients de Ring de ce qu'il peut y avoir comme crime et faits divers autour de chez soi et pour alors, je ne sais pas comment on pourrait réagir une fois qu'on aura la notification sur son application, Ouais. mais en tout cas, il y a une équipe chez Amazon qui va travailler à ça. Pour, on peut imaginer voilà, qu'on ait une notif dans son appli Ring. Attention, il y a eu un Là, vous cambriolage avez un mec avec une cagoule devant chez vous, vous êtes voilà. en vacances, bonne journée. dans votre quartier. C'est un peu étrange, mais c'est un moyen pour Amazon de, pourquoi pas, avoir un service supplémentaire et différenciant par rapport à la concurrence. Et l'info locale étant, on va dire, un petit peu en difficulté en ce moment aux États-Unis, puisque on sait que l'arrivée des réseaux sociaux a mis très à mal beaucoup de publications Ouais, les locales. networks, ouais. Même Facebook d'ailleurs en souffre, hein, parce que Facebook voulait mettre en avant les infos locales sur son fil Mhm. d'actualité, et ils se sont rendus compte que finalement il n'y en avait plus beaucoup. Et donc c'est un moyen pour Amazon de suppléer ce service-là et de prévenir ses clients de Ring de qu'est-ce qui se passe autour de chez soi, de faire attention en cas de, je ne sais pas, cambriolage ou braquage. C'est un peu étrange comme approche, mais en tout cas c'est quelque chose qui est en cours là chez Amazon. Prochaine étape, ce seront les drones, hein, les drones de livraison Oui. qui surveilleront aussi bah, votre tant jardin. qu'à faire, donc, voilà. tout va bien. Manuel. Oui, alors en France, on a vu les fournisseurs d'accès du type Free, justement, et Orange essayent de pousser ce type d'offre. Mhm. Alors, pas avec un rédacteur en chef, Non. pour le coup, mais en tout cas un système de surveillance de la maison relié directement à la box, qui centralise à peu près tout. Alors, on en est un peu au démarrage. Alors, SFR l'a fait il y a quelques années. Ça n'avait pas été un grand succès sur les services de sécurité à la maison. Et c'est vrai qu'on peut se demander, en poussant du contenu de rédacteur en chef, par exemple, sur ce qui se passe dans votre quartier, c'est aussi susciter de la crainte et donc ça. vendre les appareils nécessaires à taire un peu les craintes qu'on peut avoir sur un cambriolage éventuel. Donc c'est vrai que c'est un peu l'économie de la peur ou de la sécurité. Donc Tout à fait. c'est compliqué quand vous avez un vendeur de sécurité qui en même temps vous fait peur avec des éléments d'information autour de la sécurité. C'est comme si le Parisien, par exemple, dans la rubrique Faits divers, vous proposez de s'abonner à Le Parisien va vous surveiller ou va vous aider à vous protéger. Du coup, on est jugé parti, c'est un peu compliqué. Moi, c'est quelque chose qui me fait un peu... Enfin voilà, Ouais. c'est... Ouais, c'est pas des mécanismes très, Je trouve pas ça très très sain. rassurants, quoi. Voilà, Non, voilà, très exactement. sain, Ouais. effectivement. Après, aux US, c'est vrai qu'il y a une autre vision des choses hein, qui est parfois à milieu de ce qu'on peut nous envisager C'est ici sûr, en mais Europe. c'est vrai hein. que Amazon prend avec Recognition, notamment le système de reconnaissance faciale, Ouais. pour aider la police à arrêter des malfrats. Ça a suscité aussi beaucoup de craintes en interne de chez Amazon et puis même en externe en disant que le système se trompe très souvent. Oui. Et donc on a demandé, certains politiques ont demandé le retrait de ces technologies. On peut demain, éventuellement, on pourrait équiper Recognition de justement de cette caméra faciale. C'est-à-dire que non seulement on prend le soi-disant malfrat, mais en plus on voit s'il est fiché.
et voit s'il a des antécédents, et à ce moment-là, on peut faire intervenir la police. On peut imaginer des scénarios un peu quasiment futuristes comme ça, qui font un peu peur quand même, pour le coup. Voilà pour l'actu de la semaine. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci. Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à 0net.com, et puis Emmanuel Paquette, qu'on peut lire sur l'Express, la version papier, bien sûr, mais aussi la version appli et sur le web. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous. De quoi je me mêle la suite. On va rentrer dans l'univers des smartphones haut de gamme avec Nicolas Lelouch. Comment choisir son smartphone haut de gamme si vous avez quelques centaines, voire un petit peu plus d'euros à dépenser là pour ce mois de mai? On voit ça tout de suite avec Nicolas. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.